Dans nos vidéos précédentes, nous avons abordé l'étude de la régression linéaire simple. Nous avions montré comment déterminer l'équation qui représente le mieux notre modèle en estimant les coefficients B0 et B1. Nous sommes maintenant prêts à passer de l'estimation à l'inférence statistique. Nous commencerons par l'examen des propriétés statistiques des coefficients estimés. Ces propriétés nous permettront ensuite de déduire les intervalles de confiance et de réaliser des tests d'hypothèse. 1. Une première propriété statistique de l'estimateur du coefficient B1 est qu'il est sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de l'estimateur est égale au véritable paramètre. Cela signifie qu'en moyenne, l'estimateur est correct. Il est important de noter que le paramètre recherché est en réalité inconnu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'estimer. Ainsi, pour éviter la confusion, nous ajouterons un chapeau à la notation des estimateurs si nécessaire. 2. Une deuxième propriété est que, si l'on considère que l'erreur suit une distribution normale avec une moyenne de 0 et une variance sigma carré, alors l'estimateur de B1 est normalement distribué avec une moyenne égale au véritable paramètre inconnu B1 et une variance qui dépend de la variance de l'erreur ainsi que de la variation de l'échantillon de la variable indépendante x. Cette propriété est utile pour les tests d'hypothèse, nous y reviendrons concrètement dans la démonstration. 3. Cependant, puisque les véritables coefficients B0 et B1 sont inconnus, la vraie variance de l'erreur est aussi inconnue. Mais il est quand même possible de l'estimer avec le MSE, Mean Square Error, ou l'erreur quadratique moyenne, qui est la somme des carrés des résidus divisés par n-2. Étant donné que cet estimateur de la variance a une distribution du chi carré avec n-2 degrés de liberté, la distribution d'échantillonnage de B1 hat est une distribution T avec n-2 degrés de liberté. Finalement, étant donné la distribution d'échantillonnage de l'estimateur B1 hat, ou B1 chapeau, nous pouvons établir des intervalles de confiance et effectuer des tests d'hypothèse pour le véritable coefficient B1. Nous montrerons comment faire ces tests concrètement lors de la démonstration pratique avec le langage R. Par ailleurs, si quelque chose vous échappe dans le jargon statistique ou les formules mathématiques, ne vous en faites pas. Tout sera clarifié durant la démo. Voilà, nous y sommes. Place à la démonstration. Voilà, nous allons commencer en fait la démonstration numéro 5. Donc, regardons rapidement ce que nous avions fait la fois passée. Ceci, c'est l'entête YAML en fait de notre projet. Nous avons ici le titre, ici le sous-titre, nom de l'auteur, le format de la sortie du document. Là, nous voulons inclure la table des matières et ici, nous précisons la façon d'afficher les jeux de données. Très bien. Ici, nous avons en fait notre jeu de données que nous allons lire. On ne va pas revenir sur cela. On a déjà vu comment faire cela. Ici, c'était une étape en fait de vérification pour vérifier si le jeu de données a été bien lu. Là aussi, on l'a vu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là aussi, c'est quoi? C'était vérifier la fin en fait de notre jeu de données. Nous savons comment faire ceci. Là, c'était pour préciser en fait le nom des variables. Là aussi, on l'a vu. C'est pas la peine d'y revenir. Là aussi, c'est là où nous avons construit notre modèle. Nous avons vu ça la fois passée. Et là aussi, c'est là où on va prendre en fait nos estimateurs ou bien les coefficients. Ça aussi, nous l'avons déjà vu. Ici, nous avions vu comment établir en fait l'équation et comment l'interpréter. Tout cela a été déjà vu et je pense que nous avions fini par faire aussi une prédiction manuelle ici. Tout ceci a été vu et même d'ailleurs, nous avions vu comment trouver la variance de l'erreur ou bien plus précisément comment estimer la variance de l'erreur. Et nous avions aussi parlé de la notion d'extrapolation. Aujourd'hui, nous allons commencer par la notion d'inférence. Nous mettrons l'accent particulièrement sur le coefficient B1, ou bien si vous voulez sur l'estimateur du coefficient B1. De toutes les façons, ici, on est en train de faire du code, donc forcément, toutes les valeurs trouvées seront des valeurs estimées. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'écris le code, je ne mets pas en fait le chapeau ou bien le hat sur les coefficients parce que, évidemment, ce sont
des estimations et je pense que ceci est maintenant clair. Nous allons revenir sur comment récupérer en fait la valeur estimée. Après, nous parlerons de la variance de cette estimation et nous verrons aussi le nombre de degrés de liberté de la distribution. Nous ferons aussi en fait un test pour voir si la régression est significative statistiquement. Donc, on va parler en fait des deux hypothèses, H0 et H1. H0, c'est l'hypothèse nulle et H1, c'est l'hypothèse alternative. Et finalement, nous verrons aussi la notion d'intervalle de confiance. Voilà, commençons d'abord par voir comment on récupère en fait le coefficient B1 dans une variable. Nous l'avons déjà vu la fois passée. On avait dit qu'une fois que nous avons en fait le modèle summary, il suffisait en fait de récupérer en fait tous les coefficients et de donner les indices qu'il faut. Ici, nous demandons en fait la deuxième ligne et puis la première colonne pour avoir B1. Bon, ça c'est une façon de faire. Il y a aussi une façon beaucoup plus directe de trouver cette estimation-là. On pouvait aussi tout simplement faire ceci. On fait B1 égale model summary et puis on va dans les coefficients et on récupère la deuxième valeur. Voilà, ceci c'est une deuxième façon de faire pour récupérer le coefficient B1. Maintenant, comment récupérer en fait l'estimation de la variance? Là, nous allons définir une variable qu'on appelle B1 point standard error, ok? Donc, on l'appelle STDE pour l'erreur standard. On va d'abord trouver l'erreur standard sur le coefficient B1 et à partir de l'erreur standard, on peut trouver la variance parce que la variance n'est rien d'autre qu'en fait le carré de l'erreur standard. Donc, encore, on va aller trouver en fait model summary, ou bien le résumé en fait du modèle. Et on récupère en fait les coefficients et on va aller à la quatrième valeur et je vais vous montrer pourquoi il faut aller à la quatrième valeur. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut calculer en fait la variance sur le coefficient B1 qui n'est rien d'autre qu'en fait, comme nous l'avons dit, l'erreur standard qui est déjà calculée ici et on prend le carré pour trouver la variance. Et pour trouver maintenant le nombre de degrés de liberté que nous appelons la variable ici df, mais attention ici, df c'est pas data frame, c'est degree of freedom ou bien degré de liberté. Donc, le nombre de degrés de liberté ici, ce n'est rien d'autre que n-2. N, c'est le nombre de data points ou bien le nombre de lignes de données, ok? Vous pouvez avoir cela en faisant n row, qui veut dire number of rows, et vous donnez en fait votre jeu de données. Ici, notre jeu de données s'appelle vdata, et puis il faut enlever 2. Pourquoi il faut enlever 2? Parce qu'en fait, nous avons en fait deux paramètres à estimer. On a B0 à estimer et on a B1 à estimer. Vous pouvez faire le calcul comme ceci, mais en fait, je pense que cela n'en vaut pas la peine puisque vous pouvez récupérer cela directement depuis votre modèle en faisant ceci. Vous allez sur votre modèle et puis vous cherchez df dot résiduel. Cette valeur-là vous donnera le nombre de degrés de liberté. Je vais vous montrer encore une autre façon de trouver en fait le nombre de degrés de liberté depuis en fait le résumé du modèle ou bien model summary. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que en fait collectionner en fait toutes les valeurs avec la fonction C. Et maintenant pour afficher, au lieu d'afficher avec en fait beaucoup de chiffres après la virgule, on ne fait qu'arrondir en fait tous les résultats en même temps à 4 chiffres maximum. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant toutes les valeurs sont là. Là c'est la valeur de B1. On avait déjà vu ça, c'est 2.7721. Et puis l'erreur sur B1 c'est 0.2794. Et puis
la variance pour B1, c'est 0.0781. Voilà, à présent, nous allons exécuter notre code et vérifier si notre rapport est généré correctement. Donc, pour exécuter le code, il suffit de faire CTRL-ALT-R, ou bien si vous voulez, vous pouvez aussi faire Run All. Donc, ici, je pense que l'exécution est terminée. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais aussi générer mon rapport. Vous pouvez cliquer sur Preview ici. Donc, voilà, et vous voyez très bien que mon rapport est généré ici à droite. Maintenant, bon, on va aller directement sur cette section-là. OK? Donc, nous avons déjà expliqué comment il fallait récupérer la valeur du coefficient B1 et comment il fallait trouver l'erreur standard et comment il fallait calculer la variance concernant B1. Très bien. On va montrer ici un peu. Là, je vais effacer mon écran. On avait une variable qui s'appelait, je pense, model summary, right? Bon, je ne vais pas revenir sur ça. Nous avons vu comment trouver cette variable-là. Donc, vous voyez ici, si je fais en fait le résumé de mon modèle, nous avons beaucoup de choses là-dedans. OK, voilà. Voilà la partie qui concerne en fait les coefficients. Et vous voyez qu'en fait, nous avions l'intercept qui est là et nous avions aussi ici la variable x qui était en fait la publicité. Donc, vous voyez qu'en fait, pour les estimations, donc pour le coefficient B1, c'était bien 2.7721. Et si vous voyez très bien ici à droite dans nos rapports, on l'a bien trouvé, c'est 2.7721. Et n'oubliez pas, nous avons arrondi à 4 chiffres ici, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Et quoi d'autre? Donc, l'erreur standard qu'on appelait B1, standard error, vous le voyez ici dans le résumé, vous voyez ici standard error. Donc, il faut maintenant aller sur la ligne qui concerne la variable indépendante. Ici, pour nous, c'était pub. Et vous voyez très bien qu'en fait, c'était 0.2794. Et je pense que c'est la valeur que nous avons trouvée ici. Donc, là, pour nous, comment nous avons fait pour récupérer cette valeur-là depuis les coefficients? Si vous regardez, par exemple, ici, on avait fait B1 standard error, et puis on allait en fait dans le résumé du modèle qu'on appelle model summary ici. On allait maintenant dans la partie des coefficients et on prenait la quatrième valeur. Maintenant, pourquoi la quatrième valeur? C'est comme vous voulez. Hein? C'est comme vous voulez. Par exemple, ici, si vous regardez la quatrième valeur, vous pouvez compter les valeurs. Donc, il faut compter du haut vers le bas. Donc, ça, c'est le numéro 1, par exemple. Ça, c'est le numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. Et vous voyez bien que ça, c'est le numéro 4. Donc, si maintenant vous avez des doutes, je pense qu'il est beaucoup plus sûr de faire cela comme ceci. Vous pouvez faire un modèle summary. Maintenant, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous voulez trouver, par exemple, l'erreur standard qui concerne en fait la publicité, vous allez voir qu'en fait, ce sera la deuxième ligne, hein, ici, parce que ça, c'est la première ligne pour B0. Donc, la deuxième ligne, c'est pour B1, ici. Donc, là, vous pouvez faire, par exemple, 2, et puis, vous mettez en fait la colonne qu'il faut. Ça, c'est la première colonne, et vous voyez qu'en fait, l'erreur standard concerne la deuxième colonne, ici. Donc, vous pouvez mettre 2, 2, et puis vous faites entrer, et normalement, là, j'ai une erreur, et vous devinez pourquoi j'ai une erreur. Voilà, parce qu'il faut d'abord récupérer les coefficients, ce que je n'ai pas fait. Donc ici, il faut d'abord prendre le résumé du modèle. Vous allez sur la section qui concerne en fait les coefficients et vous prenez en fait la deuxième ligne et puis vous prenez la deuxième colonne. Et n'oubliez pas que si vous travaillez avec le langage R, c'est pas comme avec le langage Python, parce que quand vous travaillez avec Python, vous commencez à indexer avec 0, alors qu'avec R, on commence à indexer avec 1. N'oubliez pas cela, OK?
Et là, vous faites entrer et normalement, la valeur sera là, 0.2794. Et je pense que c'est bien ça que nous avons trouvé ici à droite dans notre rapport, c'est 0.2794. Donc, comme je dis, c'est comme vous voulez. Soit vous faites nombre de lignes, nombre de colonnes, ou bien si vous connaissez comment compter, vous allez directement donner le numéro. Ici, ça doit être 4. Et vous voyez qu'en fait, on aura le même résultat, quelle que soit en fait la méthode. Une fois que vous avez en fait l'erreur standard, on peut calculer maintenant la variance. La variance, ce n'est rien d'autre qu'en fait le carré de l'erreur standard. Donc la variance pour B1 sera B1.var, donc variance de B1. Ce n'est rien d'autre que l'erreur standard de B1 à la puissance 2. Voilà, ça c'est un calcul élémentaire. Très bien. Maintenant, pour le nombre de degrés de liberté, comme je vous l'ai dit, soit vous trouvez le nombre de data points que vous avez déjà, vous trouvez le nombre de lignes que vous avez dans votre jeu de données, et puis vous enlevez 2. Vous enlevez 2 parce que vous perdez 2 degrés de liberté, parce que vous êtes en train d'estimer 2 coefficients, B0 et B1. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire d'abord n, par exemple, égal, et puis vous faites n row, qui veut dire number of row, et puis vous donnez votre jeu de données. Ici, je pense que nous l'avons appelé v, je pense c'est small v, data, comme ceci, et je pense que voilà, ça marche. Donc, vous voyez qu'en fait, on a n lignes dans notre jeu de données. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un petit jeu de données. On n'a que 25 lignes. Et puis maintenant, pour trouver le nombre de degrés de freedom, vous faites tout simplement n moins 2, 2 étant le nombre de paramètres à estimer, et puis vous faites entrer, donc forcément on aura notre degré de freedom qui est égal à 23. Ce calcul-là, c'est un calcul manuel, mais bon, tout ceci est fastidieux, je pense. Il suffit d'aller dans votre modèle, comme ceci, vous faites modèle, et puis vous faites ici le signe du dollar, et puis vous cherchez df pour degré de freedom, ou bien degré de liberté, et puis bon, vous mettez point résiduel, vous faites entrer, et normalement, vous voyez que ça c'est pour plus rapide pour moi, je pense, vous trouverez 23. Vous pouvez aussi trouver cette valeur-là dans, en fait, si vous allez dans votre rapport, par exemple, si vous trouvez le résumé de votre modèle, quelque part, très bien ici, par exemple, ici, ça c'était le résumé de notre modèle. Si vous regardez normalement, quelque part, vous aurez ce nombre-là, voilà, il est là. 23 df. Ça veut dire que 23 degree of freedom, ou bien si vous voulez, degré de liberté 23. Donc, vous pouvez trouver cette valeur-là de plusieurs façons. Voilà, maintenant nous allons tester si la régression est significative statistiquement. Donc, pour cela, on va comparer en fait deux alternatives. H0 et puis H1. H0 est appelé l'hypothèse nulle et H1, c'est l'hypothèse alternative. Notre modèle de régression est utile si la relation entre y, la variable dépendante, et x, l'indépendante, est significative statistiquement parlant. Pour juger de ceci, nous testons deux hypothèses. Donc, comme nous l'avons déjà dit, H0 contre H1. H0 suppose que le coefficient est nul, alors que H1 suppose le contraire. S'il n'y a pas de relation linéaire, alors la pente est nulle. La valeur P, ou bien p-value en anglais, est la mesure qui nous permet de rejeter ou d'accepter l'hypothèse nulle. Plus la valeur P est petite, plus l'hypothèse nulle est rejetable pour les données observées. En général, le seuil de signification est de 5% ou bien 0.05. Mais pour plus de précision, on peut choisir un seuil plus petit. Voilà, ici, nous allons voir qu'en fait, notre p-value est presque 0, donc presque nul.
Ainsi, H0 peut être rejeté. Et nous pouvons conclure que ce modèle-là est utile. Voilà, on va voir comment on va calculer notre p-value. C'est très simple. Donc ici, ce p-value-là, c'est le p-value en fait pour B1. Donc on va appeler la variable B1.pval. Et puis, vous allez dans le résumé de votre modèle, ici que nous avons appelé modèle summary. On va aller sur les coefficients et puis on va donner les indices qu'il faut pour récupérer la valeur. Maintenant, ici, vous voyez très bien que la valeur, c'est 2 et 4. Et je vais vous montrer, si vous allez dans votre rapport ici, vous allez voir pourquoi c'est 2 et 4. Voilà, voilà votre résumé du modèle. Et on s'intéresse à cette variable-là. Vous voyez la publicité. Et vous voyez que c'est pour les coefficients, c'est la deuxième ligne qui est là, parce que la première ligne, c'est l'intercept, c'est B0. Ça, c'est la deuxième ligne. Et on cherche, bon, on a déjà parlé de les estimations, on a déjà vu ça. L'erreur standard, on a déjà vu ça. Maintenant, le p-value, c'est cette probabilité-là qui est là. Et pour la publicité, vous voyez bien que la valeur, elle est là. C'est 8,87 10 puissance moins 10. Ça veut dire que c'est presque plus petit qu'un milliardième. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment petit. OK? Donc, puisque plus la valeur P est petite, plus on peut avoir confiance en notre modèle. Et donc, ici, on a pris, par exemple, une précision de 1%, et on voit très bien que notre plus-value est plus petit que 1%, ou bien 0,01. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est plus petit que 1 milliardième. Donc, on peut rejeter, en fait, l'hypothèse nulle, H0, et on peut être confiant que, en fait, il est probable que, en fait, que notre coefficient n'est pas égal à 0, donc le modèle est utile. N'est-ce pas? Donc, si vous allez dans le rapport, quelque part, ici, voilà, après le degré de freedom, on avait dit que on avait 23 degrés de freedom. Ici, c'est là où, en fait, on regarde les résultats de notre rapport. On a dit que p-value égale à 8,87 10 puissance moins 10. Donc, évidemment, c'est plus petit que 1%. Donc, on peut rejeter, en fait, l'hypothèse nulle et dire que notre modèle est utile. Avant de finir, abordons le concept d'intervalle de confiance. Il ne faut pas perdre de vue que la véritable valeur du coefficient est inconnue et que le modèle ne peut que tenter de l'estimer. Ainsi, il est raisonnable de calculer un intervalle de confiance pour cette estimation en fonction du seuil de signification. Voilà, ici par exemple, nous avons posé comme notre niveau de précision 1%. Bon, comme je vous l'ai dit, en général, vous pouvez poser 5%, mais pour être beaucoup plus précis, vous pouvez même poser en fait une précision qui est beaucoup plus petite. Ici, on va dire 1%. OK? 1% étant la marge de l'erreur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, il y a une fonction qui s'appelle conf_int pour confidence interval, right? Donc, vous passez votre modèle en premier, et puis, bien sûr, vous passez en fait la variable pour laquelle vous voulez trouver en fait l'intervalle, et puis vous passez en fait le niveau. Ici, on veut 99% de certitude. OK? Donc, la précision, c'est 1%. Parce que 0,99, c'est 99%, plus les 1%, là, ça fait 100%. Donc, ce qu'il faut comprendre, le niveau ici, ou bien level, c'est toujours égal à 100% moins la précision. Très bien, je pense que ceci est clair. Et une fois que vous faites ça, si vous exécutez votre code, vous allez trouver qu'en fait, l'intervalle, donc la valeur minimale de l'intervalle, c'est 1,98 et la valeur maximale, c'est 3,55. Donc, vous voyez qu'en fait, que votre estimation sera entre cette valeur minimale-là et cette valeur maximale-là.
D'ailleurs, en fait, l'estimation n'est rien d'autre qu'en fait le milieu en fait de cet intervalle-là. D'ailleurs, on peut vérifier ce résultat-là de toutes les façons. Donc, je vais effacer ceci. C'est quoi les valeurs que nous avons obtenues ici comme résultat? Donc, si je prends par exemple ces deux valeurs-là, je vais faire, voilà, et puis je vais les mettre ici. Donc, je vais additionner les deux là, et puis je vais les diviser par deux. Et ici, vous voyez qu'en fait, le milieu entre la valeur minimale et la valeur maximale, c'est 2,7721. Donc, si nous regardons bien l'estimation que nous avions faite pour en fait le coefficient B1, c'est bien ce qu'on avait trouvé dans notre rapport, ce qui est égal à 2,7721, et c'est exactement ce que nous avons trouvé ici. Ceci conclut cette démonstration. Vous avez sûrement remarqué que nous avons mis l'accent sur le coefficient B1. Cependant, le même travail peut être effectué sur B0 si vous le souhaitez. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les concepts d'estimation et de prédiction de la variable réponse ou dépendante. Abonnez-vous et aimez les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.